score social dont on dit qu'il ressemble à celui de Black Mirror, où il existe une sorte de note entre les citoyens qui permet à chacun d'être classé. Les hommes font toutes les tâches ménagères pour un mariage, les femmes vivent comme des reines à la maison. Ses amis qui, lorsqu'ils retournaient à Shanghai, disaient qu'ils avaient peur de la démocratie. Et là où il y a un camion noir qui est militaire, blanc, de police, tout de suite un policier m'a demandé mon passeport. En novembre 2025, la première ministre Takaichi du Japon a déclaré publiquement que si la Chine attaquait Taïwan, cela constituerait une situation de menace pour la survie du Japon. Nous sommes justement venus en Chine, malgré le pire contexte politique entre la Chine et le Japon depuis des années. Je suis Naka, voici Japatonic, nous sommes en Chine, et nous allons parler de certaines rumeurs et choses qui se disent sur la Chine et peut-être de quelques relations avec le Japon. Nous sommes à Shanghai devant un célèbre temple bouddhiste et juste en face, sous le parc, se trouve un magasin Apple. On dit qu'en Chine, l'ours Winnie l'ourson est complètement banni du pays parce qu'il y a environ 10 ou 15 ans, les gens ont commencé à comparer l'ours Pooh au président Jinping. Et comme cela a offensé le président, ils ont retiré Winnie l'ourson de partout. Et ici, nous avons l'interdiction, c'est-à-dire, c'est un mythe total. La question de l'interdiction de Winnie l'ourson, c'est un produit Disney comme un autre. Il est interdit de faire des parodies ou de critiquer directement des politiciens spécifiques. Peut-on alors critiquer le gouvernement? J'imagine qu'il y a des limites, mais bon, dans la vie quotidienne, sur les réseaux sociaux, critiquer les décisions politiques est permis, mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est attaquer spécifiquement des politiciens actuels. J'avais cru une rumeur, mais en réalité, Winnie l'ourson est partout, et j'ai appris hier que c'était un mythe. Le fait est que ce que Takaichi a dit, ce ne sont pas seulement des mots, un discours qui ne plaît pas et c'est tout. Mais le problème, c'est que ce qu'il a dit, les mots qu'il a utilisés, ce sont des mots protocolaires, ce qui ouvre la possibilité pour le Japon d'intervenir dans des conflits armés sans être attaqué directement. Et cela a beaucoup dérangé la Chine, au point qu'un consul chinois d'Osaka, sur ex-Twitter, a dit qu'il cherche à ce qu'on lui coupe la tête. Qu'on lui coupe la tête, qu'il soit prêt, je ne sais pas quoi d'autre. Consul en Japon, hein? Ils ont demandé à Takaichi de se rétracter, mais il a seulement promis d'être plus prudent à l'avenir. Et cela cause beaucoup de problèmes dans les relations culturelles entre la Chine et le Japon. Et une autre chose, c'est qu'on dit qu'un demi-million de touristes chinois ont annulé leur voyage de vacances au Japon parce que le gouvernement a dit de ne pas aller au Japon. Mais le fait est que le Japon est la destination de vacances numéro 1 pour tous les Chinois. Je l'ai toujours dit, au Japon, les touristes et les immigrés les plus nombreux sont les Chinois. Ici par exemple, ce sont tous des Chinois. Ceci est une agence de tourisme et elle a viande de Kobe, Hokkaido, Kobe, région du Fuji, Shirakawa-go, Mont Fuji. J'adore. Car ce passage piéton est censé être celui de Slam Dunk, mais ils ont mis la mauvaise photo. Ce n'est pas le passage piéton de Slam Dunk, parce qu'il n'y a pas le train, et ce n'est pas le bon passage piéton de Slam Dunk. Il n'y a pas la barre non plus, mais bon, l'intention c'est de montrer ça. C'est-à-dire, on encourage beaucoup, on vend beaucoup, on fait beaucoup de promotions pour les voyages et les vacances au Japon. Alors, d'après ce que me racontait mon guide, les Chinois en général, ceux qui ont un niveau d'éducation décent, normal. Ils n'éprouvent aucune haine envers le Japon, au contraire, ils apprécient la culture japonaise. Cela me surprend, mais c'est un fait. Pourquoi autant de Chinois visiteraient-ils le Japon? Ils n'ont aucune idée de la quantité de consommation japonaise qu'il y a dans ce pays. Nourriture, anime, on le voit partout, du moins ici à Shanghai. Les personnes venant de la campagne, très âgées ou peu éduquées, peuvent être davantage influencés par les discours gouvernementaux, car politiquement, ils sont assez ennemis, surtout pour des raisons historiques, bien qu'alliés commercialement depuis un moment. Des portes qui sont ici, double porte. Des portails, c'est un parking voiture. Et cela, c'est parce que toutes les structures souterraines, selon la réglementation, doivent être à l'épreuve des bombes, des bombardements. Point. Pour les voitures,
celles avec une plaque verte sont électriques, ne paient pas d'impôts et obtiennent leur plaque gratuitement. Mais en revanche, ceux qui ont une plaque bleue sont à essence et ceux-là paient pas mal d'impôts. Rien que pour avoir une plaque bleue, il faut payer 15 000 $, donc les voitures à plaque bleue ne sont pas seulement non écologiques, mais en plus, c'est comme dire « je me fiche de l'écologie, je veux montrer mon statut ». Ce qui est curieux, c'est que pour remplir un réservoir électrique, ça te coûte environ 10 $. Avec ça, tu as déjà 600 km. Pour 10 $, tu roules en voiture électrique grâce à son excellente autonomie. Vous avez toutes les marques, Audi, Volkswagen, Toyota, Benz, Tesla, toutes les marques. Ce n'est pas que ce soit uniquement des marques chinoises, il faut garder à l'esprit que les Chinois ont toujours l'image que les produits importés sont bons. Donc des marques comme Toyota, par exemple, qui sont parmi les importés les plus utilisés. Les gens aiment utiliser Toyota parce que Toyota a sa réputation. Hier, par exemple, un ami à moi qui a une voiture possède une voiture de marque chinoise, mais une partie de la voiture est Toyota, et ils la vendent comme une voiture qui a des pièces Toyota. Mais je pensais vraiment qu'il y aurait plus de voitures chinoises que de voitures importées. Ça me surprend, vraiment. Nous sommes ici dans le quartier des ambassades de tous les pays. Ici, c'est celle de la Corée, et là-bas, où il y a un camion noir qui est militaire, blanc, de police, là se trouve l'ambassade du Japon. Et en fait, je me suis dit bon, on va faire le test, on va aller devant l'ambassade. J'ai levé le téléphone comme ça, et ils ont dit non, 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 non. Ils ont levé la main et ont dit non, 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 ne filmez pas. Et tout de suite, un policier m'a demandé mon passeport et il l'a fait de manière polie. Il a dit « C'est une situation délicate, alors s'il vous plaît, pour protéger les personnes à l'intérieur, ne filmez pas. » J'espère qu'ils ne m'arrêteront pas juste pour avoir pris une photo devant l'ambassade du Japon. En plus, je suis japonais. Ici, nous sommes dans un centre commercial, c'est comme un bâtiment entièrement dédié à tout ce qui est japonais, disons. Et il est vraiment, vraiment rempli de restaurants japonais. Tonkotsu Ramen. J'ai vu un Sukiya, une célèbre chaîne de bols de riz à la viande, un sushi bar bondé avec file d'attente, et Koko Ichibanya, spécialisé dans le curry. Ici, il y a un supermarché de produits japonais. Dès que tu entres dans le supermarché, tous les produits sont japonais, tout est écrit en japonais, en katakana, ce n'est pas en chinois, donc tout est japonais. Furikake, Komasho, c'est vraiment beaucoup de produits japonais, notamment les ramen instantanés Ichiran, les ramen les plus viraux du monde. C'est comme dans les supermarchés japonais pour les plats préparés. Ici aussi, l'étiquette comporte du japonais à cet endroit à cause du hiragana. Regardez toutes les motos qu'il y a ici, et ce sont toutes des motos électriques. Beaucoup de ces scooters électriques ont des sortes de couvertures pour moto afin de pouvoir conduire en restant bien couvert et ne pas mourir de froid. Tout le monde dit que c'est super dangereux parce que comme elles sont toutes électriques et très silencieuses, il faut faire attention à ne pas se faire écraser par une moto. Parce qu'elles ne font pas de bruit, écoutez toutes celles qui passent, on n'entend rien, elles ont toutes des compteurs, des écrans électriques. Aujourd'hui, Yu guide la visite. Originaire de Shanghai, il parle espagnol. Je voulais demander à Yu, ici, les gens cuisinent-ils plus ou commandent-ils plus souvent à emporter? Ici, la livraison étant rapide et bon marché, les jeunes comme moi commandent toujours à manger chez eux. Parce que c'est rentable pour nous. Par exemple, je vis seul. Si je vais faire les courses, cuisiner et nettoyer, ça prend beaucoup de temps et ça coûte cher, donc ce n'est pas rentable. Vivre seul revient moins cher de commander que de cuisiner. Commander, oui, avec 2 ou 3 $, on mange très bien. À Shanghai, nous avons aussi une culture appelée marasso, qui signifie acheter, nettoyer et cuisiner. Et les hommes font toutes les tâches ménagères pour le mariage. Les femmes vivent comme des reines à la maison, assises sur le canapé, regardant leur téléphone. Mais elles travaillent. Elles travaillent aussi. Mais le couple travaille. Oui, nous pensons que c'est une responsabilité pour les hommes qui font les tâches ménagères. Il faut prendre soin des filles. Mais voyons, ça a toujours été comme ça? Ou peut-être que je peux penser que les femmes sont beaucoup plus protégées parce qu'en fait, en termes de population, il y a plus d'hommes que de femmes, non? Oui, cela a changé au cours des 3 ou 4 dernières décennies. Maintenant, les femmes ont plus de droits. Avant, ce n'était pas comme ça. Marché avec de la viande, du poisson, tout est plutôt bien. L'endroit ne sent pas mauvais du tout.
Bon, c'est un peu exposé, mais enfin, c'est un endroit fermé. Ah, regarde, des anguilles, ils vendent aussi des animaux vivants. Ça a l'air assez propre, hygiénique. Maintenant, l'un des plus grands mythes sur la Chine, très populaire ces dernières années, c'est le sujet du score social. On dit, un peu comme dans Black Mirror, qu'il y a une sorte de score entre les citoyens avec lequel on peut être classé. Traverser un feu rouge fait perdre des points, donner son sang en fait gagner, ce qui facilite ensuite l'obtention d'un prêt ou autre. C'est un mensonge complet et absolu d'Internet. Une autre chose que beaucoup de gens disent, c'est qu'en Chine, tu achètes une maison et elle ne t'appartient que pendant 70 ans et qu'après tu perds la propriété, pour ainsi dire. C'est aussi faux. En fait, tu peux acheter ta maison, elle sera à toi pendant 70 ans, mais après 70 ans, cette licence est simplement renouvelée. Les maisons peuvent être héritées et en plus, il n'y a pas d'impôt sur l'héritage. Par contre, en théorie, tout le terrain chinois appartient au gouvernement. Donc, si tu as acheté une maison et qu'ils veulent construire une autoroute à cet endroit, le gouvernement peut venir. Et le plus probable, c'est que ce soit comme gagner à la loterie. Si tu as payé, je ne sais pas, disons 100 000 $ pour une maison, le gouvernement va te payer 500 000 $ et tu es plus ou moins obligé d'accepter. Si tu ne veux pas accepter, là il faut aller en justice. Ce qui est curieux dans ce village, c'est que toutes les boutiques étaient à l'origine des maisons. Avec le tourisme, elles ont été adaptées. Mais regardez, ici on peut voir un peu ce qu'était la maison ancienne, et ça, c'est une maison de massage d'oreilles. Ce sont les casiers où l'on peut recharger des batteries. Le fait est que la plupart des scooters électriques utilisent le même type de batterie. Et donc, ce n'est pas comme si tu avais ta propre batterie, tu l'échanges tout simplement. Et tout le monde la partage, la plupart utilisent une batterie standard que tout le monde partage, recharge et échange entre eux. Et d'un autre côté, c'est très curieux, parce qu'ici je vois beaucoup de kanji, c'est-à-dire des symboles que je peux reconnaître, certains panneaux qui sont ici. C'est intéressant de voir du chinois, parfois reconnaissable au japonais, ou du moins cela aide à se rappeler comment s'écrivent les choses. On m'a raconté quelque chose d'intéressant. Une personne de Shanghai m'a dit que des amis universitaires sont partis étudier à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, peu importe où. Et en fait, on me racontait que ses amis, quand ils revenaient à Shanghai, disaient qu'ils vivaient avec la peur de la démocratie. Et cela, c'est parce que, bien sûr, les jeunes de 20 ans à peine sont nés et ont grandi dans une Chine prospère. Une Chine dans laquelle il n'est pas nécessaire de se préoccuper de la politique, parce qu'ici, bien sûr, il n'y a pas de droit de vote. Et, par conséquent, voir que dans les pays démocratiques, les gens, selon eux, avec peu d'éducation ou un faible intellect, étaient ceux qui choisissaient ceux qui allaient gouverner le pays. C'est-à-dire que le pouvoir était essentiellement entre les mains de personnes ayant un faible niveau d'éducation, qu'elles soient majoritaires ou minoritaires, ce n'est pas la question, mais cela lui faisait peur. Mais bon, d'après ce qu'on m'a expliqué, pour le dire simplement, ici, pour être politicien, il faut avoir des études, une carrière, un casier judiciaire vierge, c'est-à-dire qu'il faut un très grand curriculum vitae. Ensuite, c'est quelque chose de très hiérarchique avec la question de l'expérience et des responsabilités que te donnent les postes les plus élevés du gouvernement. C'est comme si on te donnait une tâche, un projet, si tu le réalises, tu accumules des bons points, pour ainsi dire. Et disons qu'au sommet de tout, il y a les 7 du sommet, qui seraient les 7 plus grandes têtes de toute la Chine. Et parmi ces 7, c'est celui qui sera le prochain président. Je crois que ce sont des gouvernements de 5 ans, mais bien sûr, comme Jinping satisfait tout le monde et fait bien les choses, je crois qu'il en est déjà à son 3e mandat maintenant, je pense qu'il est déjà au pouvoir depuis 13 ans. Fait curieux sur la pauvreté en Chine. À la fin de l'ère Mao, vers la fin des années 70, 80% de la population vivait à la campagne. Ils n'avaient pas beaucoup accès à l'éducation. Et on dit que dans les années 80, même 88% de la population vivait dans l'extrême pauvreté. On estime à peu près que l'équivalent de l'argent avec lequel on vivait à cette époque était de 2 $ par jour actuel. Mais après la mort de Mao Zedong, les présidents suivants ont commencé à ouvrir les frontières, le commerce et tout ça, à chercher des investissements internationaux, etc. Dans les années 1990, la pauvreté extrême était de 66% et en 2010, elle n'est plus que de 11%.
Et aujourd'hui, on dit qu'on est arrivé à 0%, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a une classe basse, mais on estime qu'elle représente environ 40% pour arrondir, et la classe moyenne, 50%. D'après ce que j'ai vu, d'après ce qu'on m'a raconté, la classe moyenne est une classe moyenne assez bonne et les 10% restants constituent la classe haute. La Chine compte environ 1,4 milliard d'habitants, donc 10%, qui correspond à la classe très aisée. C'est plus que la population totale du Japon, c'est-à-dire que 140 millions de Chinois sont très riches. À Shanghai, on voit très peu d'animaux de compagnie. Bien sûr, il faudrait aussi voir où ils promènent les chiens, mais ici dans ce village, regarde comme les chiens sont beaux. L'endroit où nous sommes s'appelle Zhujiajiao, ce village est magnifique, très touristique, mais aussi très authentique et vraiment superbe. Franchement, c'est une Venise chinoise. La ville de Shanghai, franchement, je l'ai trouvée trop moderne. Je n'aime pas les villes avec seulement des gratte-ciel et des centres commerciaux, parce que je ne ressens pas l'authenticité, sauf dans quelques petits endroits très spécifiques. On dit que tu es entouré de gratte-ciel et tout à coup tu entres dans une rue et tu vois des zones plus authentiques. Mais bon, ce sont toujours des quartiers avec des maisons. Regarde le Michi. Regarde comme il est mignon, le Michi. C'est joli, j'aime bien parce qu'on peut marcher le long de la rivière en allant vers la gare. On voit la partie non touristique où vivent les gens. Et en vérité, c'est aussi très agréable de voir le côté résidentiel, magnifique, vraiment très joli. Ce village est très beau, tu peux voir toute la partie touristique et la belle partie des maisons. Maintenant, par exemple, ce que j'ai demandé sur le sujet de la drogue en Chine, c'est que oui, ça a toujours été interdit, tout type de drogue est super ultra interdit. Mais avant la pandémie, par exemple, on pouvait en trouver, ce n'était pas si difficile. Mais vers 2018, 2019 à peu près, il y a eu une sorte de méga ultra nettoyage où ils allaient, par exemple, la police allait de façon aléatoire dans des bars ou des clubs comme des boîtes de nuit. Et en fait, aux gens qui étaient à l'intérieur, ils disaient « Bon, on va vous faire un test capillaire ». Le test de drogue sur les cheveux laisse des traces. Je crois que ça reste pendant 1 an et en gros, avec ça, ils ont pratiquement éliminé toute la consommation de stupéfiants. Quelle belle vue sur le village, c'est très joli, et voilà, l'avenue est vers la gare. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi les arbres sont-ils peints en blanc? Ça me rappelle l'Argentine, du moins quand j'étais petit. En Argentine, il y avait des gens qui peignaient les arbres en blanc jusqu'à cette hauteur, et je n'ai jamais su pourquoi. Dites-moi en commentaire à quoi sert de peindre en blanc. On ne peut pas dire que c'est pour éviter que les voitures les percutent, car là-bas, il y en a un en plein milieu. Je veux dire, ce n'est pas qu'ils sont tous du côté de la rue, alors pourquoi les peignent-ils? Est-ce pour les insectes? Peut-être que ça empêche les bestioles avec ça. Et pour prendre le métro, il faut passer les sacs à la sécurité. Pour prendre le métro, il faut aussi utiliser Alipay QR. Maintenant, le trajet, qui a duré environ 1h30 pour arriver jusqu'ici, le billet a coûté environ 1,20 $. C'est super bon marché, bien sûr, comme c'est mis en place par le gouvernement, ils le rendent vraiment très bon marché à l'extrême. Et le réseau ferroviaire est immense, il est vraiment grand, aussi grand que celui de Tokyo, en gros, et on peut aller partout. Ici, comme on est en zone rurale, il y a des vues, mais la plupart du temps c'est sous terre, non. Ceci est un entrepôt historique dans lequel il y a un film qui s'appelle 800, où des soldats chinois ont défendu cet endroit contre les Japonais qui envahissaient la région. Et le fait est que c'est très célèbre et que cette partie a été conservée à cause de ce trou qui est là-haut. 6 soldats chinois se sont attachés des grenades et ont sauté directement ici, où il y avait plein de soldats japonais pour se faire exploser. Ils sont restés comme des héros, marquant ces 6 endroits où ils sont tombés. Le film s'appelle 800 parce que l'histoire est très intéressante. Il y avait en réalité 400 soldats, mais ils disaient qu'ils étaient 800 pour que les Japonais soient mieux préparés, pour qu'ils aient un peu plus peur ou qu'ils s'inquiètent du nombre de soldats présents, mais en réalité, ils étaient beaucoup moins nombreux.
Le sujet des réseaux sociaux qui est déjà bien connu, c'est qu'en Chine, les réseaux sociaux non chinois sont bloqués ici. Explication de l'interdiction des réseaux sociaux ou sites étrangers. Et ce n'est pas simplement que la Chine ne veuille pas que les réseaux sociaux étrangers fonctionnent ici, juste par caprice et c'est tout. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, d'autres réseaux sociaux ont voulu entrer en Chine, mais quel est le problème? Ce sont les conditions du gouvernement chinois. Par exemple, si un réseau social étranger veut fonctionner en Chine, alors il doit installer ses serveurs en Chine parce que la Chine ne veut pas que les données, les informations personnelles de sa population soient dans des bases de données à l'étranger et qu'il ne puisse pas contrôler cela. Ici, pour accéder aux réseaux sociaux étrangers, il faut utiliser un VPN. Ici, on n'utilise pas d'argent liquide. Ici, on n'utilise pas de cash. D'ailleurs, je n'ai qu'un seul billet que je garde en souvenir. C'est un billet de 100 yuan avec le visage de Mao Zedong. Et ça, c'est quelque chose de très rare à voir de nos jours. Tous les achats que tu veux faire doivent se faire avec l'application Alipay, ce qui par exemple me faisait assez peur parce que je ne pouvais pas recharger de crédit sur Alipay. Ça, ce n'est pas possible. Ce que tu peux faire avec une carte de crédit internationale, c'est associer ta carte à ton compte Alipay, faire toutes les étapes de vérification d'identité, etc., etc. Et directement, quand tu fais un achat, tu payes avec Alipay directement, c'est automatiquement lié à ta carte et ça fonctionne. TikTok, par exemple, qui est chinois, a probablement ses serveurs aux États-Unis, tandis que la version chinoise originale les a en Chine. Et il y a aussi ça, ce n'est pas le problème que d'autres l'utilisent, mais c'est pour pouvoir contrôler la population, comme je l'ai dit avant. Ce n'est pas qu'on ne puisse pas critiquer la politique, la société, tout ça, mais ils veulent vraiment maintenir cette sorte d'harmonie sociale. Et en parlant de censure du gouvernement, par exemple, ici Halloween est fêté en grande pompe, les gens se déguisent et tout ça. Mais le problème, c'est qu'après la pandémie, il y avait des gens déguisés en médecins, avec des seringues géantes ou des choses comme ça. C'était vraiment une parodie de la pandémie, non? Et en fait, beaucoup de gens ont été offensés parce qu'ils disaient qu'on ne plaisante pas avec ça. Parce que, bien sûr, le Covid est né ici, non? Et en fait, après ça, pendant Halloween, personne ne peut se couvrir le visage. Parce qu'apparemment, ceux-là avaient le visage couvert. En tant que médecin ou autre, je crois qu'ils ont arrêté des personnes déguisées en médecins, parodiant le Covid, puis ils ont interdit de se couvrir le visage. À tel point qu'un ami, par exemple, qui vit ici et va à des concerts. Le jour d'Halloween, il allait aller à un concert d'un groupe de reprise du groupe Kiss. Bien sûr, pour reprendre Kiss, ils allaient se maquiller, non? Mais comme c'était à Halloween, on leur a interdit. Qui? Les autorités, car ici, il faut leur accord pour jouer en concert, etc. Oui, disons, si tu fais payer l'entrée ou quelque chose comme ça et que tu joues, tu dois demander une autorisation à la mairie où tu donnes ta liste de chansons, des choses comme ça, le style que tu joues, c'est-à-dire détailler de quoi va traiter le concert. Et comme c'était une reprise de Kiss et qu'ils devaient se maquiller, on leur a dit qu'ils ne pouvaient se maquiller que pour Halloween. Même au-delà d'Halloween, avec cette histoire de devoir enregistrer tout ce qui va se passer lors d'un concert, les groupes internationaux doivent souvent fournir leur liste de morceaux. Comme ils sont célèbres, il est facile de connaître le contenu de leurs paroles. Certaines chansons sont interdites, comme Master of Puppets pour Metallica, qui a déjà été censuré une fois. Voilà, c'est tout. Shanghai est très joli. J'ai préféré le village que nous avons visité. Le reste, c'est une très belle ville, mais tout est assez artificiel. Franchement, c'est très bien et confortable à vivre, mais c'est surtout du shopping. Pas très touristique, très financier, joli et moderne. Mais je n'ai pas vraiment ressenti d'âme. Heureusement, j'ai des amis ici avec qui je me vois, je me promène et tout ça. Mais bon, en fin de compte, c'est une très belle ville malgré tout. À la prochaine. Salut à toi, ta famille, ton animal et ton voisin. Salut.